Bonjour Alain Damasio, Bonjour. merci de nous accorder cette interview. Vous êtes de passage à Toulouse à l'occasion de la sortie des Furtifs, votre dernier roman, qu'on a attendu longtemps, très longtemps. Alors nous, on est ravis, plus que ravis, les attentes sont comblées, ça a dépassé nos espérances, donc on est vraiment heureux d'être là avec vous, c'est vraiment magique pour nous. Donc on va commencer cette interview. La zone du dehors, c'était un roman qui nous plus politique, très politique. Ouais. Alors du contrevent, on est dans l'imaginaire pur. Les furtifs, on a l'impression que c'est le mélange des deux. Ouais. Pour vous, c'est quoi l'aspect qui prédomine? C'est le côté militant, subversif, ou c'est la création d'un pur plaisir de fiction? Bah, dans ce livre, c'est marrant, c'est un livre qui est qui est vraiment multistrate pour moi. C'est un livre où les couches sont très entrelacées. Ça a été difficile de le faire pour ça. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord l'idée des furtifs, c'est-à-dire il y avait vraiment l'idée de ces êtres qui incarnaient la plus haute vitalité possible. Donc ce côté, on va dire, merveilleux fantastique, parce qu'imaginer que des êtres comme ça vivent parmi nous, il y a un côté merveilleux fantastique. Et en même temps, bah, il y avait bien sûr la volonté de retourner au politique, c'est en me disant... Enfin, un des rêves sur ce livre, c'était de décrypter l'époque, c'est-à-dire de faire un livre qui soit un livre qui lise, qui essaye de lire l'époque, qui essaye de restituer ce qu'elle porte de problématiques, qui essaye de restituer les enjeux aussi qu'elle peut soulever d'un point de vue de lutte évidemment contre l'ultralibéralisme, mais aussi cette espèce de rapport, cette espèce d'art de vivre qu'on a à construire avec la technologie, qui est vraiment le fait majeur de notre temps, qui est le fait majeur de l'époque. C'est-à-dire un monde où la technologie est constamment autour de nous, est constamment articulée à nous, et sur lequel la première interface de tout est devenu le smartphone. Donc je trouve qu'on ne mesure pas assez à quel point ça a absolument tout révolutionné, et dans le rapport au monde, et dans le rapport qu'on entretient avec les autres, et puis même dans la façon dont on se construit nous, donc ce fameux rapport à soi. Je trouve que tout a été totalement impacté, retourné, et je voulais faire un livre qui permette de faire sentir ça, de restituer ça, et qui ouvre des lignes de fuite à travers les furtifs en disant il y a une façon d'en échapper, d'en réchapper. Et je voulais montrer ça. Ouais. Donc il y a une ambition vraiment sur l'époque, ouais, c'est sûr. Donc je peux dire que c'est. La zone d'or aussi a interrogé l'époque, forcément, Ouais, même si c'était Émancipation, mais avec un côté beaucoup plus décalé dans le temps. Là, on est très proche, hein, c'est presque du présent, ce qui est décrit, quoi. Ouais, c'est presque du présent. Ouais. On n'est presque pas dans la science-fiction. Non, et puis j'ai vraiment essayé de le rapprocher. Je crée juste le léger décalage pour que puisse se générer les effets miroirs, quoi. Voilà. C'est comme si tu écartais un miroir assez loin et tu as besoin du reflet pour sentir vraiment que c'est de maintenant qu'on te parle, sans être trop le nez, tu Ouais, vois, bien sûr. le nez sur la vitre. Donc je pense que la métaphore de la vitre est bonne d'ailleurs. C'est-à-dire que si tu es sur une vitre, généralement tu vois pas le reflet, tu vois à travers, et si tu t'éloignes, tu vas commencer à voir les reflets. Et du coup, ça va te perturber. Donc, c'est plus là-dessus. Ouais. Pour moi, la prouesse, c'est que justement, le côté imaginaire et la fiction restent merveilleuses. Oui, 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 oui. Et c'est pour moi toute la merveille de ce roman. C'est que. Bah, c'est vraiment un roman complexe. Enfin, honnêtement, sans essayer, parce qu'on a toujours tendance à vouloir dire que c'est très compliqué ce qu'on fait, mais honnêtement, c'était très compliqué au sens où j'avais une ligne politique que je voulais porter de A à Z, qui était vraiment orientée, bien sûr, sur une critique de l'ultralibéralisme, mais surtout sur des propositions, voilà, et de formes de lutte et de formes d'accomplissement collectif, communautaire, à travers les zones autogouvernées, à travers les mouvements que je mets en place aussi, comme la Traverse, la Céleste. Donc, il y avait une volonté de dire, j'essaye d'amener pas des solutions, mais en tout cas des pistes d'accomplissement politique possibles. Et en même temps, il y avait apporté toute l'histoire qui était celle des furtifs, où c'était construit vraiment sur un système de révélation. C'est construit sur un système de révélation croissant. C'est-à-dire qu'on découvre progressivement ce qu'ils sont capables de faire, quels sont leurs comportements, avec ce délire, mais qui pour moi était précieux de dire, voilà, ils sont faits de son, ils sont construits par le son. Et puis tout en menant, évidemment, l'histoire aussi à travers les personnages. Donc, j'arrêtais pas de mettre des coups de pagaie à droite, à gauche, etc. pour revenir. Des fois, je revenais à la politique, des fois, je revenais à l'univers, des fois, je revenais juste au lien filial et à l'histoire, et sans arrêt faire que progressivement cette dentelle, elle fonctionne. Donc, c'était vraiment difficile. Tout le long du livre, mais vraiment jusqu'au dernier chapitre, je me suis dit, mais j'ai beaucoup plus de façons de rater ce bouquin que de le réussir.
je m'arrêtais pas de me répéter ça. J'avais vraiment l'impression que dans toutes les possibilités qui s'ouvraient, parce que quand tu écris, bon, autant l'univers est bien posé, autant il y a une sorte de liberté très grande dans la conduite de récit. Je me laisse une grande liberté dans la conduite de récit et je voyais, c'est comme si je voyais 50 pistes s'ouvrir et je savais qu'il y en avait que 2 qui pouvaient faire que le roman tienne debout. Et que si je prenais les 48 autres, j'allais planter le roman. Donc ouais, c'était assez compliqué ça. Ouais, c'était difficile. C'était un vrai boulot d'équilibre. C'est la fin, je l'ai reprise 3 fois parce que justement, je faisais les mauvais choix, quoi, tu vois. Et ça, on mesure pas. C'est parce qu'on apprend à l'école à regarder les textes comme des blocs de marbre qui ont été absolument architecturés et voulus et conscientisés. En réalité, il y a une énorme liberté dans la conduite de récit pour tous les auteurs. Et je veux dire, moi, je me serais levé différemment un jour, tu n'aurais pas la même histoire, quoi. Et c'est pareil sur Balzac, sur Hugo, sur tout ce que tu veux. Même s'ils ont construit leur récit, tout d'un coup, ça part d'un côté ou de l'autre. Et cette fluidité qui est géniale aussi, tu vois. Donc, ouais, par contre, j'aurais pu bien planter le livre, hein. Je pense que j'ai évité le plantage, mais. Ouais, c'est bon. On valide. Chouette. Alors, deuxième question. Dans Les Furtifs, vous défendez la thèse que les villes technologiques sont un outil de contrôle et d'aliénation du peuple. Est-ce que vous pensez que ça peut être aussi un outil libérateur de ce peuple-là? Ah oui, mais la ville a longtemps été, je pense, un grand espace de libération. Et les gens ont quitté les villages pour aller en ville, et ça continue à être le cas dans beaucoup de pays du monde. C'est-à-dire que le mouvement d'urbanisation continue, parce que les gens étaient prisonniers de liens extrêmement fermés dans leur village. C'est-à-dire qu'il y avait des communautés avec des rôles très définis et que c'était une libération d'arriver dans l'anonymat des villes et de pouvoir. Donc, je pense que pendant longtemps, ça a été le cas. Simplement, aujourd'hui, et comme partout un peu, la volonté de contrôler les espaces, la volonté de segmenter les espaces, la volonté de quadriller la ville, la volonté d'y mettre énormément de capteurs, de senseurs, d'outils qui sont là pour prélever de l'information sur les déplacements, sur les gens, sur ce qu'ils font, avec cette espèce de logique sécuritaire absolument obscène qui est en plus à croissance indéfinie, parce que plus tu protèges les gens, on croit les protéger, plus la peur, le sentiment de peur augmente, donc plus ils demandent de la protection, et donc on est sur une espèce de boucle sans fin d'accroissement indéfini de la sécurité qui aboutit à un écrasement complet des espaces de liberté, quoi. On est une société très régressive sur la liberté, alors que pendant très longtemps, la dynamique de libération était très forte jusque dans les années 70, je pense, jusqu'à la fin des années 70. Et puis après, il y a eu une espèce de retournement où les valences sécuritaires ont commencé à redominer. Avant, il y a des choix qu'on n'aurait jamais fait parce que ça amputait la liberté. Aujourd'hui, au nom de la sécurité, on peut justifier quasiment n'importe quelle régression. C'est vraiment, on a des lois liberticides, mais partout, quoi. Des comportements liberticides, des lois liberticides, des outils liberticides. On ne mesure pas à quel point les degrés de liberté qu'on avait ont été réduits. Il y a un pirate comme ça, islandais, qui fait un bouquin, pas un bouquin, une série d'articles qui s'appelle 21 degrés de liberté. C'est étonnant, c'est-à-dire qu'il montre tous les degrés de liberté qu'on a perdus par rapport à nos parents ou nos grands-parents. Et quand on te dit ça, toi, tu as l'impression d'un accroissement de liberté parce qu'effectivement, tu accèdes à n'importe quel morceau de musique sur le réseau, tu accèdes en gros à n'importe quel film sur le réseau. Donc, cette espèce de liberté culturelle te donne un sentiment, surtout quand tu es ado, voilà, de libération. Mais en réalité, concrètement, il y a énormément de choses qu'on. Toi, il parle par exemple du secret de la correspondance, du fait que tu envoyais une lettre et qu'elle pouvait arriver sans être lue. Et c'était ça la norme. Aujourd'hui, n'importe quel mail est lu ne serait-ce que par des robots, tu vois. Donc, il n'y a plus de secret de la correspondance, il n'y a plus de secret non plus de ce que tu manifestes en ligne, tous les surfs, tout ce que tu fais. C'est-à-dire que tous les actes libres et gratuits que tu produisais avant sont susceptibles aujourd'hui de générer une trace, donc d'être archivés, donc d'être retournés contre toi à un moment ou à un autre, si on le souhaite. Il n'y a plus cette espèce de gratuité des actes, quoi, tu vois. Là, je me souviens, je crois que c'était un musicien qui disait ça. Il disait, mais dans les années 70, on se baladait dans la rue, si ça nous pétait, on prenait une batte de baseball, machin, puis on défonçait tous les tu sais, on appelait ça les rétroviseurs de la rue, quoi, tu vois. Il disait, il y avait zéro caméra et machin, et tu vois, aujourd'hui, c'est impossible de faire ça sans être filmé, sans se prendre une amende, tu vois. Alors, c'est pas le but de casser les rétroviseurs. Mais si tu veux, je trouvais l'exemple tellement juste, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a plein de choses. Aujourd'hui, en manif, c'est des espaces ultra contrôlés, ultra surveillés. Tu peux pas péter une vitrine, un truc, tu peux pas faire un acte sans que tu aies une caméra qui te filme, biométrique, un drone, tu vois, et on est ultra fliqué. Donc, ouais, ça, c'est vraiment. Et cette perte de liberté, elle est due à l'avancée technologique? Oui, elle est due au couplage
Non, elle est due à plein de choses, bien sûr, mais c'est des dimensions sociologiques et de couplage après. C'est-à-dire que les outils digitaux ont permis d'affiner de façon extraordinaire le contrôle et la maîtrise de ce que les gens font. Et la captation, surtout, de ce que les gens font. Voilà. C'est-à-dire que l'invention de capteurs, de senseurs, etc., a mis en place des outils extraordinaires pour permettre leur paillage. Et puis après, il y a le truc qu'on ne dit pas assez, moi du tout, je trouve, les gens ne sont pas assez conscients de ça, c'est que, surtout les digital natifs qui sont nés dans la civilisation numérique, c'est que dès que tu es sur le réseau, dès que tu es sur Internet ou dès que tu es sur son smartphone, etc., donc tu es à l'intérieur du réseau, tu es connecté au réseau, et tu produis de fait, alors bon, quand tu es au smartphone, tu produis de fait une triangulation des antennes qui fait qu'on sait, on peut te localiser au mètre près. Et dès que tu envoies un message, ça passe par des réseaux qui font qu'on peut effectivement enregistrer. Donc ça veut dire que c'est pareil quand tu es sur le réseau informatique, tout ce que tu fais produit une information. Et c'est par construction, par essence, l'informatique. L'informatique, c'est un monde dans lequel tout ce que tu fais produit une information. Et à partir du moment où tu produis une information, ben, ça produit une trace. À partir du moment où tu as une trace, ben, ça produit les possibilités de corréler la trace, et surtout les traces émanant du même émetteur, et en les corrélant, de produire des modèles de prédiction comportementale, etc. Donc, et ça, c'est complètement nouveau. Enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore, si je me balade dans une forêt, tout ce que je vais faire dans la forêt, personne ne le saura jamais, tu vois. Et je suis dans une liberté effectivement totale par rapport à ça, je laisse aucune trace, voilà. Et ben c'est plus le cas en ville, c'est plus possible. Mais en même temps, est-ce que, si évidemment l'avancée technologique, elle permet un contrôle abusif, est-ce qu'elle peut pas aussi permettre au peuple de mieux communiquer, de mieux se réveiller, de mieux s'informer, de mieux se révolter? Après, tu as évidemment une espèce d'arbitrage ou de trade-off, c'est-à-dire que tu compenses des augmentations de pouvoir par des pertes aussi de liberté. Donc évidemment, ça n'aurait jamais... Enfin, je veux dire, aujourd'hui, personne n'a mis un flingue sur la tempe aux gens pour acheter un smartphone ou utiliser un smartphone. Aujourd'hui, tu as un taux de pénétration de 98%. 98% des gens ont un smartphone. Sachant que c'est un outil de géolocalisation absolue. Bon, mais pourquoi ils le prennent sachant ça? Parce qu'ils ne voient pas déjà la contrepartie d'être géolocalisé en permanence. Aujourd'hui, ils ne le voient pas parce qu'il n'y a pas des gouvernements qui l'exploitent de façon dramatique ou vitale. Et puis, à l'inverse, ils voient par contre très concrètement que ça outille leur vie, ça leur donne du pouvoir, ça leur donne des fois de la fluidité, de la liberté, de la commodité, ça outille les paresses aussi beaucoup. Je veux dire, combien de personnes utilisent même à pied maintenant le GPS pour s'orienter, tu vois? Voilà. Alors que moi, j'ai toujours son smartphone et je regarde le plan en sortant de la gare, et puis je mentalise, je regarde et puis j'y vais, tu vois. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Mais, vous ne voyez pas du tout une solution à travers la technologie du monde? Non, mais il y a des solutions. Après, tout vecteur peut être retourné, mais si tu veux, les solutions, elles sont dans le hacking, elles sont dans le bricolage, elles sont dans la capacité à coder soi-même les outils, à les bricoler vraiment, vraiment soi-même. Mais c'est difficile, ça demande ça demande et de l'intelligence et puis du savoir, ça demande de l'expérience. Donc tu as des moyens, même toi sur la captation, si tu prends l'exemple tout con, c'est sur les smartphones, il y a maintenant des vêtements qui ont été créés où tu es comme une cage Faraday, tu peux tu te balades dans la rue et on ne perçoit pas ton portable, tu vois. Ouais. Bon, c'est encore des prototypes, mais bientôt tu auras des trucs où même tu as une poche et la poche elle émet pas, donc on peut pas te suivre, tu vois, tout en gardant ton smartphone. Ou des machines à faire le flou, ou des brouilleurs, ou du sabotage. Comme ou, tu vois. Dans les furtifs. Ouais, t'as beaucoup de choses possibles, mais c'est évident que les gens privilégient la fluidité de leur vie. Et cette fluidité, elle coûte très cher en termes de liberté aussi. Quoi, tu vois. Mais ça te donne à des moments des sentiments je pense, d'épanouissement, de joie, de plaisir, parce que les choses sont... C'est vrai que quand tu vas dans les villes avant, je veux dire, si tu n'avais pas la carte routière, tu galérais à trouver l'endroit. Des fois, tu vas chez quelqu'un, tu es en retard, tu mets le GPS et tu y es, tu vois. Et tu peux très bien comprendre que... Après, il faut être un peu les tarés comme moi pour continuer à dire oui, mais la dimension cognitive, la spatialisation et de l'orientation dans l'espace, dans une ville, c'est important. Oui, c'est vrai, tu vois. Mais des fois, je suis bien content que mon pote ait le GPS et qu'on arrive tu vois, plus vite à l'endroit. Donc, après, c'est tout un arbitrage personnel, quotidien et collectif, tu vois. Des fois, tu vas utiliser effectivement un truc et un peu... et puis des fois, tu te dis non, je vais surtout pas rentrer là-dedans pour garder au maximum de liberté. Et l'évolution transhumaniste qui est décrite dans votre roman, est-ce qu'on ne peut pas avoir dans les furtifs en tant qu'entité une autre évolution possible, une évolution qui serait plus naturelle, plus biologique, basée sur la perception sensorielle? Oui, bien sûr. Et ce serait en partie pour ça qu'il y aurait de la musique dans cet ouvrage?
Ouais, qu'il y a un lien dans tout ça? alors c'est marrant parce qu'il y a deux façons. Il y a une façon très littérale de voir le bouquin et de dire mais en fait, bon, c'est une réponse au transhumanisme, et c'est une hybridation avec le vivant, et ça y est, les gens ils me sortent le CRISPR-Cas9, c'est le ciseau génétique, Mhm. ou même le biohack, quoi, tu vois, c'est-à-dire que tu t'injectes des trucs pour modifier même ton volume bactérien, etc., tes microbiotes, et bien sûr, tout ça est possible. Moi, vraiment, les furtifs fonctionnent effectivement comme une métaphore là, c'est-à-dire que tout ce que les furtifs proposent, c'est ce qu'on a déjà en nous pour moi, tu vois, Ok. mais qu'il faut réactiver, tu vois. C'est des dimensions vitales qu'on possède, mais qu'on a laissé tomber, qu'on a dévitalisé, qu'on a oublié, qu'on a négligé parce que justement, on a utilisé le vecteur de la techno pour augmenter notre pouvoir sans voir ce que ça nous faisait perdre en termes de puissance personnelle, tu vois. La puissance cognitive comme puissance physique, hein, mais... Donc, ouais, les furtifs fonctionnent vraiment là-dessus, quoi. C'est vraiment pour dire, bah, le point de fuite de l'humain, ça serait de retrouver les plus hautes vitalités, c'est-à-dire d'être le plus vivant possible en termes de richesse, d'intensité, de capacité sensorielle aussi, de faculté à sentir le monde, à l'éprouver, à sentir ce que c'est que le vivant autour de nous, ce que sont les animaux, ce que sont les plantes, mais aussi les autres. Donc toute cette dimension qu'on perd aussi avec les dématérialisations, parce que ça, on est un monde qui se dématérialise au maximum, c'est dématérialise le son, dématérialise l'image, on dématérialise tout, quoi. Donc c'est très chouette de dématérialiser parce que ça permet de faire circuler les informations partout dans le monde. Mais en même temps, en dématérialisant, tu perds des dimensions corporelles, physiques et les plaisirs qui vont avec. Donc Ouais, je suis d'accord. d'où tous les trucs de développement personnel pour se reconnecter à soi, se reconnecter à l'arbre, à la nature, qui font un peu rire, mais qui traduisent le symptôme ou le syndrome de cette société qui s'est tellement dématérialisée, qui est tellement rentrée dans l'informatique plutôt que dans le concret des corps, quoi, qu'aujourd'hui on a passé un seuil, on sent bien qu'il nous manque quelque chose, Du coup, vous qu'on a pensez foiré que quelque chose, quoi. c'est moins important en fait d'avoir accès à la culture que d'avoir moins accès à la culture en fait, mais du coup d'aller chercher un livre, d'aller chercher un film à la bibliothèque par exemple. En fait, Non, mais c'était. c'est toujours pareil. Enfin, le souci, c'est qu'il nous manque, et parce que c'est tellement récent, et parce que vraiment, ça émerge en 95, la réalité, c'est ça. Donc ça date de 20 ans, tu vois, 25 ans. C'est encore super récent. Et nous, on est la génération, enfin moi en tout cas, 49 ans, la génération qui, en gros, ça nous est tombé dessus à 25 ans, tu vois, donc au milieu de nos vies. Et les autres sont nés dedans, tu vois. Et dans ce monde-là, ce qui nous manque, c'est un art de vivre avec la technologie, tu vois. C'est moi ce que j'appelle un épicuriste technologique. Quand Épicure dit, eh ben voilà, dans l'ensemble des désirs humains, il y a des désirs vains, il y a des désirs superflus. On parle de superflu, tu vois, c'est placement produit et tout. Euh, et tu as des désirs, par contre, fondamentaux qu'il est important de satisfaire, tu vois. Et qu'il faut apprendre à vivre avec une sorte de sobriété, tu vois, intelligente, quoi, tu vois, de frugalité intelligente. Ben là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on a des technologies qui sont extraordinaires. Enfin, moi, quand j'écris, le traitement de texte, c'est une technologie fantastique pour mieux écrire, tu vois. La recherche d'informations, la capacité à tout d'un coup m'informer, je dis n'importe quoi sur les drones. Je peux voir un documentaire sur les drones en 2 secondes grâce à Internet. Je peux écouter une musique de drone, si je veux, en 2 secondes. Donc, si tu veux, ces accès-là, c'est des empuissantements extraordinaires, tu vois. Et parallèlement, tu te rends bien compte qu'il y a aussi tout un champ dans les technologies qu'on t'apporte ou les applis, etc., qui sont des champs où on te vend le gimmick d'un pouvoir sans augmenter aucunement ta puissance, Ouais, bien sûr. et en te fermant effectivement sur des choses qui sont d'une grande tristesse, ou tu vois, il y a beaucoup d'analyses sur la dopamine, sur les cycles dopaminiques, sur la façon dont on active le neurotransmetteur de la récompense, et qu'en même temps, quand tu le réactives trop, il est tendanciellement décroissant, ce qui fait que tu es encore obligé de plus de jouer ou de plus aller. Donc toute cette gestion un peu qui est quasiment du neuromarketing, elle est dramatique parce qu'elle ferme l'humain sur des choses très alignant, très pauvre, quoi. Donc c'est plus ça, voilà, c'est plus qu'il nous manque peut-être aujourd'hui des philosophes ou des sociologues capables de faire sortir cet épicurisme technologique. Alors bien sûr, tu as des gens qui bossent dessus, hein. Moi, un gars que j'adore qui s'appelle Yves Citon, par exemple, qui fait un livre qui s'appelle Pour une écologie de l'attention, où il essaye de répondre à l'économie de l'attention, c'est-à-dire la sursollicitation de notre attention, parce que ça devient le bien le plus précieux. Enfin, vous savez bien, il y a un webzine à quel point obtenir quelques secondes d'attention sur une vidéo ou un article, c'est difficile à obtenir dans l'immense océan de... Et lui, il te montre comment construire une écologie de l'attention, c'est-à-dire aller vraiment vers les centres d'intérêt qui effectivement te correspondent, pas te faire piéger par tout un ensemble Et comment reconstruire un rapport à l'attention qui fait que tu vas mieux vivre, tu vois. Mais tout ça, il faut le construire, quoi, tu vois. Comme à l'époque de l'hypercapitalisme, il y a eu Marcuse, il y a eu Baudrillard, il y a eu Guy Debord qui nous a fait sortir ce qu'était le spectacle. Il y a eu des penseurs qui nous ont aidés aussi à penser ça et
Donc on est en train de galérer, mais voilà, c'est l'époque. Peut-être que vous, à mon avis, vous participez largement à cette réflexion. Ouais, j'y participe à ma façon, manière. c'est à moi avec le Oui, côté mais bâtard de... justement. Voilà. C'est pas si mal de changer un peu. Ouais, avec le côté bâtard de l'ASF et de... Moi j'aime bien l'idée de te dire, bon voilà, je suis pas Bernard Stiegler, je suis pas Yves Citon, qui sont des grands philosophes et tout. Mais c'est intéressant de mettre en récit, de mettre en scène, Ouais, de créer une empathie avec des personnages, de montrer comment les gens s'affrontent à ce monde-là, parce que ça crée autant d'effets miroirs que possible, quoi. Et puis de se dire, bah tiens, il y a une petite possibilité de... Mais ouais, c'est compliqué, hein. Puis moi, je me coltine, comme tout le monde, je suis au milieu de ces enjeux, je les résous aussi mal que possible, aussi bien que possible, j'en sais rien, mais tu vois, il y a plein de choses que j'arrive pas à gérer bien, tu vois, tout le flux, les mails, les soirées, où tu vois, moi ce que j'adore, et c'est là qu'il faut être nietzschéen, je trouve, c'est la corrélation entre un degré de fatigue et une pratique internet, tu vois. Ça, je trouve ça extraordinairement intéressant. C'est-à-dire que quand je suis en forme, je vais aller chercher des informations pertinentes, je vais utiliser internet de façon très efficace, très pertinente et tout. Et dès que je fatigue, je suis le soir, c'est après le repas, j'ai couché les enfants. Et je suis là sur SoFoot ou des sites comme ça, si tu veux, à scroller. Et voilà, et je suis dans une espèce de fatigue mentale, tu vois. Et là, quand tu es dans cet état de fatigue mentale, c'est-à-dire que tu manques de vitalité, tous les fameux nudges, les coups de pouce, tu sais, tous les designs de la dépendance qui sont assez malins, qui te poussent à aller cliquer sur tel ou tel truc, qui te poussent à scroller vers le bas, machin, tu sais, une espèce de fatigue du monde numérique. C'est génialement fait, enfin, tu vois, c'est pas que génialement fait, en fait, c'est très basique, mais ça marche parce que justement, tu as un déficit de vitalité qui fait que tu sais, moi je vois vraiment une pente, c'est comme l'eau, quoi. C'est-à-dire que l'eau, elle suit toujours la ligne de pente, tu vois. Et nous, quand tu es fatigué, bah, tu suis la ligne de pente. Et si la ligne de pente, elle a été designée pour t'amener là, bah, tu vas y aller, quoi, tu vois. Et ça, c'est quand même tragique aussi, quoi. Donc capacité à te dire, putain, j'éteins l'ordi, je sors, ouais. Mais tout ça, c'est nos problèmes de notre époque, quoi. Ça se trouve, on les aura plus dans 50 ans parce qu'il n'y aura plus assez de terre rare, on pourra plus faire smartphone, d'ordi. Et tant mieux, on reviendra à du low-tech et peut-être il y a des choses plus riches, quoi. Donc on a l'habitude de faire ça chez Superflu, de demander aux artistes qu'on rencontre s'ils ont eu des coups de cœur récemment culturels, en littérature, en cinéma, en musique, en art, peu importe, un truc ou deux qui vous aurait fait vibrer. Moi, c'est marrant, mais en ce moment, comme je tourne en France, etc., j'ai très peu de temps. Qu'est-ce que j'ai lu là? Je viens de lire un petit livre hier, très chouette, putain, sur le nom, c'est Corinne Morel d'Arlieu, voilà, qui a été une députée verte, qui est aussi une très grande connaisseuse de la science-fiction et qui a fait un tout petit livre qui est très très chouette, qui s'appelle plutôt Couler avec grâce que... Oh, je sais plus le titre, putain, c'est bien. Voilà, c'est bien, je vais vachement l'aider en disant ça. Mais tu vois, c'est un petit livre très intéressant parce que justement, c'est un livre très personnel sur quelqu'un qui a beaucoup agi politiquement et pour l'écologie et qui montre que le discours écologique purement rationnel ne suffit pas, qui parle de sa vie, qui parle de ce qu'il a touché. C'est assez, je trouve ça très chouette, un petit livre de 100 pages qui est vraiment, vraiment très chouette. Après, en ciné, putain, ça fait longtemps que j'ai pas été au ciné. Qu'est-ce que j'ai vu récemment de bien? J'ai rien à... Non, c'est trop lointain. Après, en musique, je redécouvre des vieux trucs, en fait. Il y a pas de mal, plutôt, hein. ouais, c'est plutôt ça. Je réécoute du Gainsbourg, je réécoute du Bachung. Je reviens sur des choses que j'aimais bien avant. Je reviens à The Cure, enfin des trucs très, très anciens. Mais c'est marrant comment la musique a ce côté éternel, un peu tu peux revenir et tu retrouves l'émotion. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est réécouter des morceaux. J'écoutais toute mon adolescence, que mon frère écoutait The Cure en permanence. Et on était à la chambre d'à côté, moi j'écoutais ce qu'il écoutait. Et de revenir avec l'âge, avec une autre approche, et tu redécouvres encore, et c'est encore aussi fort. Et c'est très étonnant, ouais, ça j'adore. Qu'est-ce que j'ai lu Non, après, bon, les deux, ouais, vraiment la grande découverte, c'était Baptiste Morisot, dont je me suis servi beaucoup dans les furtifs. Baptiste Morisot et vraiment son livre Les Diplomates et sur la piste animale. C'est vraiment, je commence à m'intéresser beaucoup aux philosophies du vivant, donc à découvrir tout ce champ-là. Et c'est vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment intéressant. Je trouve ça très fort. Et ça crée justement ce renouement avec le vivant, ce plaisir de se dire, putain, mais le monde animal partage tellement de choses avec nous, c'est tellement... Il y a une telle correspondance dans nos modes de vie, en fait. Hein.
C'est tellement absurde la modernité d'avoir coupé comme ça avec le monde vivant, en se disant il y a nous et puis le monde vivant. Et ce monde vivant, c'est la nature. Tellement absurde que voilà. Donc ça, ouais, c'est très chouette de. Ok, Ouais, super, vous pouvez être sûr qu'on va chez Superflu, on va se jeter dessus. ouais On en c'est très bien, reparlera c'est si très on le très bien, c'est sollicite. très bien écrit en plus. Ces articles sont très bien aussi. Ouais, ouais, c'est vraiment. C'est un gars incroyable. Ouais, ça spécialise du loup notamment. D'accord. Du pistage des loups. Il te fait découvrir des trucs extraordinaires. Ouais, ouais. Il te montre à quel point ouais, justement le vivant est extraordinaire. C'est-à-dire que sa connaissance du loup, elle est délirante. Il a tout lu ce qu'il y a sur les loups, puis il les a pistés, il a croisé, il a rencontré. Il les étudie dans le camp de camp Jouers, qui est un camp militaire, où il y a des énormes troupeaux de moutons, c'est tout ce qui reste au sud du Vernon. Et il a des caméras infrarouges et il passe des nuits à étudier comment les loups attaquent les troupeaux, comment les chiens de garde réagissent, toute l'interaction brebis, chien de troupeau et loup, l'intelligence des loups, comment ils se comportent, c'est passionnant. C'est passionnant. Parce que c'est un animal à la fois social et individuel, le loup. C'est-à-dire que la journée, il est dans une dimension individuelle, avec un côté dispersant, c'est-à-dire il parcourt des kilomètres et des kilomètres. Et le soir, il y a ces fameux hurlements des loups, ils se réunissent et la meute se prépare à chasser. Donc il y a une articulation individuelle et du collectif chez les loups qui est incroyable, qui fait vraiment réfléchir. Moi qui m'a même rappelé la ZAD, où tu as vraiment ce phénomène. La ZAD, c'est l'inverse, c'est-à-dire que tu as la journée que du collectif, usant, harassant Ouais. à des moments. Et le soir, les gens se dispersent, se retrouvent dans leur petite caravane, leur petite cabane. C'est le seul lieu où ils ont, tu vois, ils ont ce Ouais. côté. Ils articulent l'individuel et le collectif comme ça, en se ressourçant le soir, à des moments. Je reste dans mon. Donc c'est vraiment intéressant, ouais, ouais. C'est des loups à l'envers en fait, ouais. Super. Enfin voilà, bon. Ouais.